Le premier tome s'appelait Le Sursaut, c'était les années de Gaulle. Ensuite, c'était La Belle Époque avec Pompidou et Giscard. Et voici l'heure de la tragédie française. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Patrick Simonin. Quand je dis la tragédie française, c'est le 3e volume de cette histoire intime de la Ve République absolument fascinante que vous publiez chez Gallimard. C'est à la fois des souvenirs personnels, vos rencontres intimes avec tous ceux qui ont conduit la France pendant ces 40 dernières années, mais c'est aussi, vous dites, l'histoire d'un inexorable déclin de la France. Qu'est-ce que vous appelez le déclin de la France? C'est très simple. D'abord, vous avez le sursaut, comme ça. De Gaulle, c'est extraordinaire le travail qu'il fait à partir de 1958. Après, vous avez un plat, c'est Giscard et Pompidou. Et puis, à partir de 1981, quand la gauche arrive, après la droite s'y est mise aussi d'ailleurs, c'est une longue dégringolade jusqu'à aujourd'hui. De quelle dégringolade vous parlez en fait? C'est très simple. Moi, je suis très primaire. C'est un peu le livre d'une vie, c'est-à-dire je mets beaucoup de souvenirs, j'utilise mon journal, enfin toutes les notes que j'ai pu prises à l'époque. Mais je suis un peu con, et, comme beaucoup de journalistes sérieux, je regarde les chiffres. Mais c'est effrayant, on ne s'en rend pas compte. Vous dites au plan économique? Au plan économique. Regardez, par exemple, aujourd'hui, nous avons 100 milliards, sans doute cette année, de déficit du commerce extérieur. C'était beaucoup plus l'année dernière. Bon, vous direz ça a diminué. Mais on ne peut pas accepter... 3 000 milliards de dettes. Oui, ça, c'est du délire complet, puisque sur les marchés, nous allons emprunter beaucoup plus que nous n'avons jamais emprunté l'année prochaine, 285 milliards. Bon, je ne vais pas... De toute façon, l'histoire, ce n'est pas des chiffres. Ce qui est intéressant dans tout ça, et moi, je fais des portraits, je m'amuse, je suis méchant, drôle, parfois gentil, mais c'est, comment on en est arrivé là? Et là, vous voyez très bien que c'est une absence de volonté politique. C'est-à-dire des politiques qui ne sont pas méprisables, mais qui, au fond, soit n'ont rien fait, soit l'ont laissé faire, ou, pour parler vulgairement, ont laissé pisser le mérino. Oui. Mais là, par exemple, il y a une volonté politique. Si on parle de l'actu, Gérald Darmanin défend une loi sur l'immigration. Vous dites là, c'est le côté ferme d'Emmanuel Macron sur cette question aujourd'hui qui s'exprime? Non, parce que c'est une loi, c'est très bien. Enfin, bon, tout dépend de l'Europe, il faut tout retravailler, la Constitution. Enfin, bon, il y a beaucoup de boulot à faire. C'est pas une loi comme ça. Elle va résoudre quelques problèmes si elle passe. Mais je ne dis pas que c'est une mauvaise loi, mais ce n'est pas une loi qu'on pourrait dire loi immigration, parce que l'immigration aujourd'hui, c'est l'Europe qui commence à la maîtriser. Donc il faut revoir tout au niveau de l'Europe et reprendre peut-être la main. Vous savez, moi, j'ai toujours été européen. Je suis devenu gaulliste sur le tard, disons, à partir des années peut-être 70, 80, comme plein de jeunes gens quand De Gaulle est mort. Je me souviens autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais quand même, enfin, ma génération, vous voyez, quand même De Gaulle. Et c'est vrai que l'Europe des nations, c'est une bonne idée aussi. C'est-à-dire que la France doit rester la France à l'intérieur de l'Europe. Donc elle doit maîtriser ses frontières. Elle ne peut pas laisser tout. Non, mais attends, la souveraineté économique... Vous n'êtes pas devenu souverainiste non, pas du tout. De droite? Pas du tout. Vous, qui avez commencé au Nouvel Observateur? Non, vous verrez qu'au Nouvel Observateur, il y avait une grande liberté, et grâce à Jean Daniel d'ailleurs, on avait des opinions différentes. Moi, j'étais par exemple en 81, notoirement, tout le monde savait que j'avais voté Giscard et Chirac au premier tour. Je ne m'en étais pas caché. Donc, et puis ça n'a pas nui à mon avancement ensuite au Nouvel Observateur. C'était une entreprise libre. Il y a très peu de journaux comme ça. Enfin, d'ailleurs, il y en a peut-être plus beaucoup aujourd'hui. Il en reste. Mais si vous voulez, c'est... Comment dire ? J'ai toujours fait passer mes idées avant. C'est-à-dire, et j'avais souvent des idées qui ne convenaient pas forcément aux journaux où j'étais. Mais après, ça ne m'empêchait pas de travailler avec plaisir, avec les équipes, de discuter. Vous voyez. Mais là, aujourd'hui, vous diriez... Je ne suis pas un militant. Oui, mais aujourd'hui, vous diriez qu'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est le narcissisme? Vous dites c'est une sorte de... Vous dites c'est un danseur étoile qui s'agite devant le peuple. Au fond, vous avez une idée assez... J'ai pas envie d'être méchant, parce que c'est vrai que sa situation est très compliquée. Vous me direz, il l'a cherché. Mais je dirais plutôt, c'est le bourdon sur la vitre. C'est-à-dire avec beaucoup de com'. On fait que de la com'. Mais la com', ça ne résout aucun problème. C'est-à-dire, on a besoin, si vous voulez, pas seulement de lois. On a besoin de lois qui sont appliquées. Vous savez comme moi, les lois ne sont pas appliquées en France. Le refus d'obtempérer est en train de devenir un droit, d'ailleurs, comme ça, peu à peu, puisque, bon, de temps en temps, il y a un malheur, et ça arrive, hélas. Mais on voit très bien qu'à un moment donné, bon, ben voilà, ce sera un droit. Et c'est pas normal. Il faut revenir à des règles, l'autorité, et puis surtout, appliquer les lois. Ça, je crois que c'est une des constantes de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que cette tragédie a des airs de tragédie, a des airs de tragique
comédie. C'est-à-dire que, parce qu'il y a quelque chose de comique là-dedans, cette impuissance, les bras ballants de ces gouvernants Ça, c'est quoi? qui regardent passer les trains avec des airs de vache, il faut bien dire, en permanence. Oui, parce que la politique, c'est quoi? C'est préparer la prochaine génération. C'est ce qu'a essayé de faire De Gaulle. C'est vrai que depuis déjà plusieurs décennies, on a des politiciens qui préparent la prochaine élection. Avec le carnet de chèques à la main pour les subventions, pour acheter en quelque sorte. Mais oui, mais c'est honteux. C'est honteux parce que ça c'est les générations suivantes qui vont. Si vous voulez, ce que je raconte là, c'est pas. Faut bien voir, c'est pas un essai où je dénonce. C'est un livre, comme je disais, un peu le livre de ma vie où je raconte, mais en racontant les dessous, etc. Et comment on en est arrivé là? Parce que c'est ça. Et si vous voulez, comme si j'étais à l'intérieur, parce que j'étais un peu à l'intérieur, je voyais les uns les autres. Et ce que vous voyez très bien, c'est un côté fataliste chez ces politicards. Et c'est ça qui est désolant. Vous avez dit le mot, c'est que vous dites des politicards. Très souvent, qu'est-ce que ça veut très dire? souvent, pas tous. Il y a des grands bonshommes. J'ai une affection pour Mitterrand, je m'en cache pas, même si je suis très critique sur sa politique économique, sur sa politique migratoire, sur son cynisme effrayant. Après, l'homme privé, c'est vrai que je m'incline parce que c'est vrai que je garde beaucoup d'affection. Oui. Vous êtes d'ailleurs, une parenthèse dans le livre, parce que c'est fascinant. Vous êtes au moment, il va plus vous parler, il va vous humilier à l'Élysée en refusant de vous serrer la main à un moment. Oui, mais rien à foutre. Oui. Ouais, c'est pas grave. Moi, je suis pas journaliste de cours. On veut plus me parler. Oui, mais ça a toujours été ma liberté, moi. Quand j'étais jeune journaliste, j'ai envie de dire jeune con, je disais ce que je pensais. Je crois que ça doit être le propre des journalistes. Faut pas avoir peur. Oui. Hein. Oui. Alors, il y a les peureux qui disent faut pas les voir, ça va m'influencer. Moi, au contraire, j'essayais de dire là, ça va pas aller marcher votre truc. Là. C'est quoi le projet socialiste avec les responsables socialistes à l'époque en 80? Je leur disais mais vous êtes complètement maboule, mais ça va pas le faire. D'ailleurs, ça l'a pas fait n'importe quoi. Donc il était furieux quand même quand il vous entendait dire ça. Bon, il me faisait la gueule, il me parlait plus. Et alors, c'est pas grave. On attendra que ça. Mais pendant des années, il vous parle plus. Mais alors, quand il est malade à la fin de sa vie, vous êtes un des plus proches. Il vous appelle sans arrêt, alors que tous ses amis, tous ceux qu'il avait fait roi, l'ont lâché. On avait beaucoup de souvenirs en commun. C'est-à-dire quand j'étais jeune, quand j'avais 22, 23, 24, je me souviens, il m'a filé beaucoup de livres, il m'a donné des tas de conseils. Je voulais être écrivain, il voulait que je fasse de la politique. C'est pas un truc pour moi parce que justement je dis ce que je pense. Mais si vous voulez, il n'y a pas que lui parce que j'aime beaucoup Chirac aussi. Chirac, j'ai suivi Chirac, avec qui j'étais souvent fâché aussi, qui n'était pas content après moi, mais c'est normal aussi, parce que je n'étais pas sympathique. Le livre sur Mitterrand, il m'en voulait, je trouvais qu'il était trop bienveillant, mais bon, lui, il trouvait horrible. Chirac, c'était pareil aussi, c'est normal. Et puis les articles aussi, parce que je ne me prive pas de dire ce que je pense. Je pense que c'est fondamental, nous, notre regard. Quand on est journaliste, on essaie de raconter la vérité, même si elle est difficile à appréhender. Quand on est journaliste, quand on éditorialise, ça c'est une autre fonction du journalisme, quand on éditorialise, on écrit ce qu'on pense. Voilà. Donc c'est toujours ce que j'ai fait. C'est ce que je fais dans ce livre. Et simplement, c'est vrai que comme tout au long c'est comme ça peut donner une impression, comment dire, oui on est sur un toboggan, mais on est sur un toboggan de toute façon. Et ça va de plus en plus vite, hein, comme dans un film. Oui, mais ce qui est extraordinaire, et je disais c'est drôle aussi, parfois c'est cruel. Je cite ce que Mitterrand vous dit, il est vieux, malade, il vous dit vous voyez comme je suis vieux, cancéreux, la peau qui pend, les dents qui flageolent. Eh bien, figurez-vous que je plais toujours aux femmes. Ah, la politique, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Il vous dit ça à vous, parce qu'il voudrait que vous fassiez de la politique pour plaire aux femmes. Oui, enfin, Mitterrand, il y avait toujours une part d'humour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les phrases de Mitterrand au premier degré. Oui. C'est-à-dire, vous voyez, il y avait ce petit sourire coquin quand il disait ça, je me souviens très bien. Donc, non, ce qui est vrai, c'était que je voulais être écrivain. Et lui, il voulait que vous fassiez de la politique. Non, il me disait, vous allez vous embêter, vous allez gâcher votre vie. Vous allez être en robe de chambre tout le temps, en chaussons, vous allez sentir la pisse. Voilà. Et pour lui, c'était ça, l'écrivain. Parce qu'il savait ce que c'était aussi. Les vies d'écrivain, c'est... attendez, pour écrire ces 3 livres, je vous assure, j'en ai bavé. J'en ai bavé toute la journée. Et puis, vous allez prendre votre douche le soir. Effectivement, ça ressemble un peu à la description que Mitterrand faisait. Parce que je crois que c'est ça le travail d'écrivain. C'est un très dur. C'est pas parce qu'on reste assis. Ou d'ailleurs, de temps en temps, on change de position, sinon on a trop mal au dos. Bon, et Mitterrand me disait tout ça, ça me frappait parce qu'évidemment, il avait connu beaucoup d'écrivains et ça l'intéressait. Mais par exemple,
tous ces gens qui vous écrivent, ils rêvaient d'être romanciers, mais mon œil, ça l'a jamais intéressé. Oui, oui. Mais il parlait comme un grand romancier ou un grand écrivain, parce mais- qu'il avait la culture. Ça a changé Oui. des personnages qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Il avait une culture historique, culture littéraire, Incroyable. etc. Mais vous avez des mots aussi. Chirac aussi avait de la culture. Mais hein, un mot parce que- encore sur François Mitterrand. Vous dites les asticots avaient commencé à manger son cadavre. Ça, je vous cite. Vous parlez de Mitterrand, malade, à l'orée de sa vie. Quand les asticots, Ben, au parce fond, que, ce sont tous ceux, je le disais, qu'il il a avait une fait geste- naître, qu'il avait fait monter au pinacle. Et Parce que qui Mitterrand- mangeait son cadavre. Ce sont des mots très forts. Ce que je raconte là, c'est un peu une chronique un peu monarchique, hein, d'ailleurs. C'est presque la chronique de Louis XIV. C'est-à-dire, il a eu une gestion très monarchique. Je veux dire, il se comportait presque comme un roi. Vous voyez, vous étiez proscrit, d'ailleurs, ce qui est arrivé à Bibi. Après, la proscription était levée. Puis cette façon de marcher, comme ça, bon. Bref, il avait ce côté profondément monarchique. Et à la fin, tous les courtisans se sont retournés contre lui en expliquant ah bah non, je ne savais pas, ah bah, alors qu'il savait tout évidemment. Oui. Ah bah non, si c'est comme ça, ah bah non, l'occupation, je suis pas d'accord, etc. Et ça c'était affreux. Vous citez des Ça, noms c'est- dans le livre. Hein. Oui, bien sûr, je cite des noms. Ah bah je m'amuse. Hein, ça, Oui, c'est oui, tout. oui, oui. J'ai aucun compte à régler dans tout ça mais simplement j'essaie de dire la vérité. Vous savez, c'est quand on écrit. Moi, j'adore cette phrase de Marc Aurèle. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ben, figurez-vous, quand j'écris mes livres, c'est toujours aussi comme si c'était le dernier. C'est-à-dire, on dit tout. Oui, Voilà. Un portrait de Laurent Fabius terrible que vous faites. Par contre, une image extraordinaire, c'est Pierre Mauroy. Vous adorez Pierre Mauroy. Donc, voilà, vous racontez votre histoire. Oui, François mon Gisbert. histoire, j'ai la prétention de penser que c'est un peu l'histoire aussi. C'est-à-dire, c'est un élément de l'histoire. Je ne dis pas que je raconte toute l'histoire, je ne suis pas là quand même. Mais c'est vrai que je redresse un peu. C'est-à-dire, vous voyez, il y a toujours une vision extérieure comme ça. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué quand on rentre à l'intérieur. Moi, disons, j'ai ce petit côté, oui, je suis une petite souris qui a écouté les uns les autres, et en plus qui a pris des notes et qui tenait son journal. Donc, c'était beaucoup plus facile à faire. Vous voyez, j'avais de quoi me reposer quand j'arrivais sur un moment important de l'histoire. Ben oui, j'avais ces dialogues, ces conversations avec les uns les autres, puis des anecdotes, évidemment. Oui. Alors, ils auraient voulu que vous dirigiez le Parti socialiste. Mais ça Alors, aussi, quand même, c'était de la rigolade. ça- non, mais attendez. Non, mais c'était de la rigolade. Vous auriez C'est-à-dire, pu non, diriger le Parti c'est pas socialiste. ça. Non, c'est à la fin de sa vie. Mitterrand. Non, parce que l'histoire, là encore, vous retrouvez l'humour de Mitterrand, l'ironie de Mitterrand, mais qui est, comment dire, à son détriment d'ailleurs quand il dit ça. C'est-à-dire, il me dit, mais pourquoi vous n'allez pas prendre le Parti socialiste? Il n'y a personne. Il y a votre ami Mauroy. Oui, il pourrait faire l'affaire, mais lui, ça l'intéresse pas. Il veut rester à Lille. Il pense qu'à Lille, etc. Moi, Rocard, j'en veux pas. Et de toute façon, vous Il verrez, le ça déteste, le fera pas. hein, Il ça, le déteste. Bon, Delors, moi, il- j'aimais bien Rocard. C'est vrai, je reconnais, mais c'était un peu compliqué à l'époque. Donc, puis alors, il descend. Martine Aubry, elle est trop méchante pour réussir. Il descend. Je me souviens, Strauss-Kahn. Ah ouais, ça ferait un bon président. Ouais, bon président du MEDEF, c'est le nom du patronat, bien sûr. Vous voyez, et il me dit, mais vous devriez tenter votre truc. Je dis, c'est absurde. À l'époque, j'étais au Figaro, je suis au Figaro. Puis c'est vrai que je reconnais que j'ai toujours eu deux lobes. Hein. J'ai un lobe, comme tout le monde, un lobe à droite, un lobe à gauche. Pour ça, je dis souvent que je suis de drouche, c'est-à-dire un peu de droite, un peu de gauche. Mais je reconnais. Peut-être avec le temps, ça s'est aggravé, peut-être, mais mon lobe droite est un petit peu plus développé que le lobe gauche. Bon, c'est ce que je dis d'ailleurs, je vous un peu plus, voilà. Et il me dit, et moi alors? Voilà, ça c'est. Mais ça, c'était pour en arriver là, vous voyez, c'était plus. Parce que, et c'est pour ça, je crois qu'on comprend mieux Mitterrand, il y avait quand même, malgré le faste, malgré le côté monarchique, beaucoup d'humour. Oui. Mais alors, chez Chirac, c'était le contraire. Oui. Alors lui, c'était la déconstruction de la monarchie en permanence. Alors lui, il se comportait pas du tout en monarque, il se comportait presque en pote. Et puis brusquement, vous posiez une question très personnelle, le rideau de fer se fermait, et il faisait la gueule. Mais vous pouviez avoir avec lui une conversation sur Zarathustra, Bouddha, le Japon, la Chine, etc. C'était d'ailleurs fascinant. Oui. Et il vous conseillait des livres aussi. Il disait, vous avez lu ça, c'est formidable. Mais la fin de ces monstres sacrés, un mot sur la fin de François Mitterrand. Vous dites dans ce livre ces trois mots dans le bouquin, mais moi j'ai noté ça, vous dites, il a eu recours au suicide assisté.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça de François Mitterrand? Il a eu recours au suicide assisté. C'est très simple, il a décidé de mourir. Il a dit, Ah oui? voilà, je vais me coucher, je vais mourir. C'est Non, une mais mort, quand on dit c'est suicide une mort paysanne. assisté, c'est que- Non, non, pas assistée, c'est-à-dire que, évidemment, forcément, dans ces cas-là, il faut boire, il faut se... Voilà, c'est tout. Donc, il s'est laissé mourir, bien sûr, mais assisté, Donc il c'est-à-dire a demandé assisté médicalement. il a demandé à mourir. Il a Oui, provoqué bien sûr, sa mort. il a décidé de mourir. Oui. C'est clair, et d'ailleurs c'est beau, et c'est dans la tradition paysanne. Moi, j'ai vu ça autour de moi. Et d'ailleurs, je raconte une autre histoire dans le même livre. Le grand écrivain franco-américain Julien Green, c'est à peu près la même histoire. Un jour, il s'est couché, il a dit c'est fini, j'arrête. Oui. Il en avait marre parce que il tombait tout le temps. Hein, il avait des vertiges. Il supportait pas ça. À 97 ans, il dit voilà, bye bye, je m'en vais. Oui. Il était tout proche de ses 98 ans. D'ailleurs. Oui, oui. Et Jacques Chirac, vous racontez, il est malade. Et vous dites, au fond, il ne dirige plus, il ne préside plus. Vous dites, il est... tout le monde le sait, c'est une loque. Une loque, je dirais pas ça, mais chez Chirac, il s'est passé quelque chose de toute façon déjà dès 95 quand il est élu. Il est triste. Peut-être parce qu'il a été trahi par tout le monde pendant la période Balladur, pendant la législature précédente, enfin entre 93 et 95, vous vous souvenez. Bon, c'était très dur parce que tous ceux qu'il avait inventés, créés, pratiquement, à commencer par Balladur, ont décidé de lui faire la peau. Et je pense qu'à partir du moment où il est élu en 95, il n'a plus confiance en personne. Il n'aime plus personne, sauf Claude, Chirac, Oui, il est dépressif, quoi, en gros. Jean-Louis Debré et Alain Juppé, je crois que voilà, et puis quelques autres, mais enfin, c'est très réduit son cercle. Et oui, il n'aime plus personne. Après, il ouvre quand même son gouvernement à différentes personnalités, mais je le trouvais un peu, oui, là, il est triste, parce que, alors, de là à dire que c'était plus un politique de conquête qu'un politique de gestion, je suis pas sûr, parce que quand il gérait la mairie de Paris, il aimait ça, il gérait très bien. Bon, vous me direz, la France, c'est un peu plus grand, c'est sûr. Oui. Mais je pense qu'il est arrivé trop tard au pouvoir. Je pense que c'est un peu comme Mitterrand, vous voyez, il aurait fallu l'élire en 74. Là, à ce moment-là, il n'a pas fait toutes les bêtises de 81, notamment toutes ces grandes nationalisations, tous ces trucs, enfin, puis surtout les dépenses à tout va, et qui ont mis en péril le commerce extérieur et l'industrie française, parce que l'industrie française, la désindustrialisation, elle s'est accélérée sous Mitterrand, quoi. C'est Oui. clair. Oui. Oui, et alors arrive Nicolas Sarkozy. Vous dites, ma haine de Nicolas Sarkozy m'a aveuglé. Oui, au parce fond. que vous moi, aviez la haine je contre fais Nicolas pas, Sarkozy. je fais pas un livre de règlement de compte. Il faut Oui. bien voir mon état d'esprit. Voilà, c'est bon. On approche de la fin. On tire les leçons. On fait aussi son autocritique et son mea culpa. Et c'est vrai que la haine, parce que faut bien voir Nicolas Sarkozy, c'est très sympathique chez lui. D'ailleurs, c'est un affectif. Moi aussi. Enfin, lui, il est politique. Moi, je suis journaliste. Donc c'est plus difficile d'être affectif en politique que dans le journalisme. Finalement, c'est pas très très affectif. Et donc effectivement, quand on fait des pas de côté, j'en ai fait pas mal avant son élection, et puis même après, juste après, et les relations sont devenues épouvantables. Et c'est vrai que ça, comment dire, ça a brouillé Oui. ma perception Oui, ben- de son quinquennat, parce que j'ai regardé les choses avec honnêteté. Moi, je regarde les chiffres, je regarde aussi les petites histoires, parce que mes carnets sont pleins de trucs et je prends, je jette, etc. Et c'est vrai que il a fait quelques réformes. On ne peut pas dire que c'est zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis surtout, il a eu à affronter la plus grande crise qu'ait connue la France au cours de ces 40 dernières années, en dehors des chocs pétroliers. Hein, les chocs pétroliers, c'était avant d'ailleurs. Les deux chocs pétroliers, ça c'était pour Giscard, dans les années 70. Bon, bah, il a eu la grande crise des subprimes de 2007-2008 qui venait des États-Unis et qui a foutu en l'air Oui. les finances du monde. Oui, oui, mais quand à un moment donné, il menace de vous écraser. Bah oui, mais ça- Il mime d'ailleurs avec son pied. Oui, de bien sûr, dire, mais voilà ça... ce qu'on va, oui, oui, voilà non, ce qui mais va attendez, t'arriver. à un moment Il fait donné... mine de vous Bien écraser sûr, bien avec son sûr. pied. Oui, mais ça, c'est les rapports avec les politiques. Moi, j'ai pas de Et vous problème le- par oui. rapport à ça. Moi, non, si c'est ça, c'est pas grave. Enfin, le journaliste, il veut toujours qu'on l'adule. Et comme s'il était... Mais non, on fait une profession, c'est normal d'être attaqué. Moi, j'ai jamais été gêné par les politiques qui vous aboient dessus, ce qui m'arrive même arrivé assez souvent. Parfois, ça me fait rire, parfois non. Parfois, il y a des menaces. Ça, franchement, Oui. c'est pas gênant. C'est pas ça, moi, qui... Par rapport à Sarkozy, c'est que je crois que j'ai eu vraiment une vision négative
j'ai exagéré, quoi, c'est tout. Et j'ai vraiment, comment dire, quand on prend un peu de recul, on se dit quand même, oui, bah, il a fait des choses, notamment sur la crise financière, en mettant en avant toutes les propositions de Gordon Brown, le Premier ministre travailliste de l'époque, ce qui montrait quand même, alors pour le coup, une certaine absence de narcissisme, si vous voyez à qui je pense. C'est-à-dire, il s'est dit, tiens, lui, il a des solutions, mettons-le en avant, et finalement, ça s'est bien passé. Parce que Gordon Brown a joué un rôle absolument considérable, évidemment, dans la façon dont la crise a été résolue. Mais en matière de colère, vous affrontez celle du nouveau président François Hollande. Mais oui. Très rapidement, il vous reproche vos unes du Point. Mais oui, il a raison. Et attendez, mais non, mais il a raison. Il vient vers vous dans une réception. Et il est presque menaçant. Il vous dit, tu dois arrêter. Il est en colère, c'est différent. Mais c'est-à-dire, moi, je le répète, je pense, mais c'est mon style du journalisme, a provoqué la colère d'un certain nombre de... Puis qui ont demandé ma tête, d'ailleurs, aux différents propriétaires des journaux où j'étais. Dit, François Hollande, il vient vers vous, il vous oui, dit, mais il est furieux, et à juste titre. Parce que mes éditoriaux n'étaient pas sympas, les unes étaient épouvantables, parce que je pensais que pendant ces 3 mois, il n'a rien fait. Il a été élu, il ne s'est rien passé. Et je pense que quand on veut réformer un pays, on a 3 mois, parfois 4 mois, 3 mois qui peuvent être 6 mois même. Mais ça va très vite. D'ailleurs, regardez comment De Gaulle, qui est vraiment le dernier grand exemple qu'on a pu avoir en France, comment il change tout en quelques mois, en 6 mois. Nouvelle constitution, un programme économique, un plan de rigueur Maus, complètement dingue, le plan RUEF, vous vous souvenez, plan de stabilisation qui est en fait un plan de rigueur, on y va, et qui a provoqué une croissance quelques années plus tard de 5, 6, 7%. La France était un modèle économique, vous vous souvenez, à la fin des années 60 et 70. Oui, et là arrive Emmanuel Macron. Et là, vous dites, au fond, il y a une espèce de folie, d'admiration pour ce jeune président. Vous avez dit, je n'aurais jamais vu ça. Une espèce de sidération inamourée de tous vos confrères, tout le monde qui est là, à dire, bon, et vous êtes un peu marginal là-dedans, hein. Bon, je suis toujours un peu, c'est-à-dire je suis jamais dans les grands courants. Je crois que c'est la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est d'être toujours un petit peu en retrait quand il y a des grands élans d'amour de la profession. Là, ça a été pour le cas, quelqu'un en général. Oui, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me gênait. C'est pas tellement qu'il avait trahi Hollande, ça, Balladur a essayé de le faire et ça a échoué. Lui, il a fait la même chose. Il était le Balladur. Il est le Balladur de Hollande. Bah oui, bien sûr, parce qu'il était son ministre et il essayait de lui faire la peau en disant qu'il le soutenait. D'ailleurs, contrairement à Balladur, qui a très vite dit la vérité, lui, il était plus sournois. Et puis finalement, ça a marché, quoi. Et c'est pas tellement ça, parce que ça, c'est c'est la politique, c'est autre chose. Et c'est que j'étais pas très sûr de sa personnalité. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je pense qu'il a évidemment d'éminentes qualités, ça on ne peut pas le nier, mais je ne suis pas sûr qu'il ait qualité pour être président. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne connais pas ses convictions. J'arrive pas à comprendre. On voit bien, il y a le en même temps, si vous voulez, vous ne pouvez pas penser une chose et son contraire en même temps, c'est impossible. Et je pense qu'on peut être de droite, c'est-à-dire dans mon cas, on est de gauche sur certains plans. Par exemple, moi, sur le social, sur la société même, les réformes de société. Et en revanche, de droite sur, par exemple, l'économie. Bon, ça, c'est très clair. Mais sur des sujets, par exemple, le nucléaire, je peux citer plein de choses, l'islamisme. On ne peut pas dire un truc, son contraire. Enfin, c'est pas possible. Peut-être vous dites qu'en fond, qu'il n'a pas de conviction. D'ailleurs, vous dites quand il est Mais je crois réélu, que c'est son problème. C'est son problème. Vous dites, il ne sait même pas ce qu'il veut faire. Il est réélu, voilà. il n'a pas d'idée de qu'est-ce qui va se passer. Et d'ailleurs, là, il est élu depuis... Il y a quand même... Ce pays va très mal. Ça fait 1 an et demi qu'il a été réélu. Je ne sais pas trop quelles ont été les réformes. J'ai entendu dire qu'il y avait une réforme des retraites, mais qui ne va pas changer grand-chose, puisque apparemment, comment dire, les régimes vont être en déficit assez vite. Donc, de toute façon, c'était une petite réforme. Ça paraissait comme une réforme, mais c'est même une fausse réforme. Et sinon, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui change. Or, il faut changer plein de choses. Quand vous avez un pays qui a le déficit du commerce extérieur qu'il a, il y a un gros problème de réindustrialisation. Alors, il travaille là-dessus.
C'est vrai. Mais il travaille, vous Oui. voyez, il fait Sur les des questions, choses, sur les c'est questions pas- d'autorité, il y a un vous en côté- parliez tout à l'heure, sur les questions d'autorité. Bon, on a parlé de cette loi sur l'immigration. Bon, il y a la justice aussi. Voilà. C'est clair qu'il y a une espèce de délitement absolument général. Et vous voyez, on parlait de Chirac, vous parliez de Locke, c'est un mot que je ne reprendrai pas. Il y avait une grande fatigue métaphysique avant. Puis après, s'est ajouté à cette fatigue la fatigue physique, c'est-à-dire ras-le-bol. Il se réveillait de temps en temps. Vous avez eu le discours sur la laïcité que j'ai relu pas plus tard que tout à l'heure. Ça tient toujours la route. C'est bien. Il a beaucoup travaillé dessus. Vous voyez, ou je sais pas, ou la guerre en Irak, brusquement, il se réveille, il dit mais non, c'est pas possible, Oui. etc. C'est Ça pas- va relancer c'est pas ce que l'islamisme fait dans le monde. Emmanuel Macron qui fait une cérémonie à Macron, l'Élysée, on une sait cérémonie pas, religieuse parce que à l'Élysée. oui, après ce sera les musulmans, puis après c'est les catholiques, et puis après, vous voyez, c'est le bourdon sur la vitre. Je répète cette expression, je trouve que ça correspond assez bien. Et c'est beaucoup de com. La com, c'est pas la politique. Vous voyez, alors il y a eu des grands communicants. Si on prend l'exemple de Reagan, oui, qui savait communiquer, mais il y avait toujours une politique derrière. En France, à un moment donné, Sarkozy a été tout au début de son quinquennat un très bon communicant et on savait ce qu'il voulait. Et Macron, les Français, je crois, ne savent toujours pas. Alors ils l'ont réélu, ça c'est clair. Mais je pense qu'ils l'ont peut-être réélu en pensant que peut-être il changerait. Parce que, a priori, on se dit, mais il y a tout pour que ça marche. Mais en fait, il bouge pas. C'est-à-dire, au fond, Il bouge pas. Enfin, il bouge pas. C'est-à-dire, il bouge tellement, vous savez. Puis comme il veut tout faire, évidemment, il fait rien, parce que le principe de la politique, c'est de déléguer. Hein, vous avez une petite entreprise de plomberie ou je sais pas quoi, ou de carrelage, par exemple. Si un très bon carreleur, vous êtes très content. C'est de l'orgueil, vous dites du narcissisme. Au fond, narcissisme, oui, c'est moi. Mais non, la politique, c'est pas ça. Regardez, De Gaulle, il prenait un type sur n'importe quel sujet, il le convoquait, il disait bon, alors, voilà, vous allez faire ça, vous êtes nommé, etc. Et qu'est-ce que je dois faire, monsieur le président? Je compte sur vous. Voilà. C'est une phrase que disent souvent les grands, d'ailleurs, quand ils convoquent quelqu'un pour s'occuper d'un dossier. Ils savent quelles sont ses opinions, ses idées. Ils disent, voilà, c'est à vous de voir. Mais derrière ça, François-Olivier Gisbert, il y a cette France, où vous dites, il y a pratiquement deux France, là, qui se font face. Et c'est ce qu'avait dit Gérard Collomb, en disant, on est côte à côte, on finira face à face. Et au fond, vous dites, ce constat, il est encore là. On a eu le drame dans un petit village d'un gamin assassiné il n'y a pas longtemps. Ce sont évidemment le terroriste du pont Berakeim. Mais parce que rien ne bouge. C'est-à-dire, le problème, et c'est pas la loi immigration qui va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que je pense que le problème de Macron après 2022, de toute façon, je l'explique dans le livre, c'est très clairement, il aurait dû passer un pacte avec une partie de la droite, LR, pour ne pas les nommer, et puis une partie de la gauche socialiste dissidente. Vous regardez les non-inscrits, il y a beaucoup de personnalités qui auraient pu faire des bons ministres dans ces socialistes, qui ont été élus un peu contre la NUPES, vous voyez, bon, et qui sont toujours socialistes d'esprit, même s'ils ont été exclus d'espèces de petits partis minables qui restent aujourd'hui, qui s'appellent encore Parti Socialiste. Donc, il pouvait essayer de construire quelque chose, une nouvelle majorité. Il l'a pas fait. Et il essaye de passer en force. Évidemment, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra... Il y a chez lui, si vous voulez, une sorte de déni du réel. Vous voyez, on le voit très bien. Il fait comme s'il avait gagné. Mais non, Coco, t'as perdu les élections. Enfin, je ne tutoie pas le président. Les élections législatives. Mais c'est vrai. Et à partir du moment où les élections étaient perdues, il fallait faire ce qu'a fait d'ailleurs Mitterrand en 88, qui a perdu aussi les élections législatives en 1988, après avoir gagné la présidentielle, exactement le même scénario. Eh ben, il a mis plein de ministres centristes. Il y en avait un paquet dans le gouvernement, et il y avait Rocard pour arranger tout ça. Et puis ça a tenu 3 ans. Oui, mais alors de l'autre côté, la gauche, vous parliez à l'instant du Parti socialiste, mais au fond, c'est vrai, vous dites l'extrême gauche, je vous cite, s'est emparée du cerveau du Parti socialiste, et vous dites un peu à la manière de ces vers qui colonisent les sauterelles et qui ensuite les conduisent à se suicider. Tout à fait. C'est la même histoire, d'ailleurs, vous voyez bien. C'est le même. Alors, simplement, la différence, c'est que LFI a une stratégie très claire. Il y a 15% à Magot, on peut dire ça, un électorat, c'est à la fois les musulmans, les islamistes, il ne faut pas confondre, et puis les idiots utiles, les bourgeois mélenchonistes. Les bourgeois mélenchonistes, les bourgeois, c'est tous des enfants, enfin c'est la jeunesse friquée, très souvent vous regardez, c'est des enfants, des gosses de riches, très souvent. Hein, et donc ils tiennent pour l'instant. Bon, et ils tiennent ce petit Magot,
qui leur permet quand même d'avoir 15%. Et à partir de là, c'est le pari de Mélenchon, et politiquement, sur le plan cynique, il est loin d'être bête, c'est un pari qui lui permet d'avoir une base de 15%. Et à partir de là, après, il peut agglomérer. Agglomérer du côté des mécontents, des souverainistes de droite, de je ne sais quoi. Il trouvera autre chose, puisque visiblement, aujourd'hui, les escrologistes, comme je les appelle, on pourrait l'appeler, parce qu'ils s'en foutent pas mal de l'écologie, ils sont quand même en perdition. Et de l'autre côté, les socialistes, tant qu'ils auront Olivier Faure, ils seront tout près de la tombe. Enfin, ils sont presque rentrés dedans, d'ailleurs. Mais vous leur donnez pas beaucoup d'avenir à cette alliance. Vous dites, j'aurais jamais cru un jour voir le trotskisme revenir comme un projet de gouvernement qui est, de toute façon, vous dites, voué à l'échec. Non, mais il y a de l'autre côté, le point fort de cette alliance, ça reste toujours LFI, qui ne va pas disparaître et qui va essayer de nouer des alliances. Et donc, c'est comment dire, vous savez, la politique, il faut 15% pour être élu président. Il faut commencer, il faut avoir ce noyau dur. Donc ça veut dire que... Donc, Mélenchon là. Il a ce noyau dur. Après, c'est à lui de construire autour. Et je pense il n'est pas fini. Mais non, mais attendez, ça c'est la gauche n'est pas en perdition. Les médias, non, la gauche est en perdition, mais les médias vous disent Mélenchon c'est fini. Regardez de plus près, vous verrez que c'est pas vrai. C'est toujours la même histoire. Vous avez un espèce de discours unique en permanence que tout le monde reprend. Et oui, alors effectivement, Mélenchon c'est fini, le prochain président sera Édouard Philippe. Ça, moi je ne parierai pas dessus. Vous voyez, et c'est toujours un peu comme ça. Mais je pense que Mélenchon, oui, il a toujours un avenir, hélas, mais il a un avenir. Oui, mais de l'autre côté, du côté de l'extrême droite, de Marine Le Pen, Jordan Bardella, voire même Éric Zemmour. Et Marion Maréchal. Et Marion Maréchal. Est-ce qu'au fond, le ressort pour arriver à cette espèce de franchir ce mur de verre, et là, de ce qu'a été pendant longtemps l'idée d'une certaine France, de l'antiracisme, etc. Est-ce que ça peut faire encore rempart pour, j'allais dire, les centristes, les macronistes et autres? Je crois que c'est fini, on voit bien. Il n'y a plus personne, à part quelques égarés, à mon avis, qui ne le croient même pas, à l'extrême gauche, qui pensent que c'est l'extrême droite, c'est autre chose. C'est une sorte de grand parti attrape-tout, qui a un programme, je parle du Rassemblement national, qui a un programme assez proche de celui de Mitterrand en 1980, c'est-à-dire en race gratis. C'est vrai que le procès en incompétence qu'on lui fait, c'est un peu embêtant parce que Macron était supposé compétent et on ne peut pas dire que la France soit en très bon état après près de 7 ans de macronisme, mais ce que je vois quand même plutôt, c'est qu'elle progresse. Enfin, je regarde les sondages, je vois autour de moi, je vois que ça avance. Vous savez, c'est la stratégie du parti attrape-tout. J'ai vu Mitterrand fonctionner comme ça à certaines périodes, je pense à la fin des années 80. Tout roule pour vous, vous laissez les choses venir, vous essayez de paraître un petit peu comme le père de la nation, ce qu'elle fait, c'est un peu ça, la mère de la nation, de temps en temps sur les grands sujets, avec beaucoup de hauteur. Vous n'allez pas dire grand-chose. Et puis je vais vous dire, vous pouvez avoir un programme débile, exemple d'ailleurs Mitterrand en 81, de toute façon, les gens s'en foutent. Et je pense que ce sera la même chose avec le Rassemblement national. Ça serait l'aboutissement de ces 40 années de déclin que vous décrivez, au fond? Ah non. C'est-à-dire que l'extrême droite... si on regarde leur programme de près, je pense que ça continuera. Et si vous voulez, moi, j'ai toujours tendance à penser... Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que la France, c'est un grand pays, avec une énergie folle, formidable. Comment dire? Et puis, il faut qu'on retrouve le patriotisme, vous voyez, qui est parti. Mais je vis, par exemple, dans une ville depuis déjà longtemps. Il y a Marseille, je vois très bien, il y a un patriotisme marseillais. Et là, c'est pas un patriotisme français, mais le patriotisme français n'existe plus. Oui. On l'a laissé. Non, mais c'est ça le vrai sujet. Il faut revenir. Oui, le côté. La cancel culture. Oui, puis le côté l'immigrationnisme, qui est une idéologie qui fonctionne depuis les années 90 et qui nous dit que c'est mal la France, c'est mal et que c'est être raciste que de pas. Enfin, c'est mal le droit à la différence. Vous voyez, il faut pas de différence. Tout ça est absurde. Ça veut dire là-bas, la France n'a pas le droit d'exister. Elle doit accueillir tous les pays du monde, tous les habitants de tous les pays du monde. Vous dites que cet immigrationnisme-là ne marche plus. Je crois que quand même les gens sont en train de
enfin, une grande partie de la population, enfin, puis des élites, entre guillemets, est en train de revenir là-dessus. C'est clair, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Mais je pense que, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a rien qui s'oppose à Marine Le Pen. Peut-être qu'il peut y avoir un réveil à un moment donné, mais je veux dire, si jamais elle arrive au pouvoir, bon, après 5 ans, vous verrez, ce ne sera pas terrible. Et là, à ce moment-là, peut-être ce sera l'heure du sursaut. Après, il ne faut pas se tromper. Puis vous savez, l'histoire du sursaut de l'homme... Ah oui, mais quel est l'homme providentiel? Quel est De Gaulle? Mais tout ça, c'est du pipeau. Regardez, Margaret Thatcher, c'est rien du tout. C'est une petite bourgeoise étriquée. Moi, je l'ai bien connue. Mitterrand, pour être sympa, m'a placé 2-3 fois à côté d'elle dans des dîners d'État. Je l'ai interviewée ensuite. Franchement, on cherche. On ne trouve pas la flamme et la... Comment dire? Mais... La volonté politique, ça y était. C'est pour ça qu'on l'appelait la Dame de Fer. Et ça a marché. Elle a sauvé son pays. Tony Blair, il a suivi sa politique. Après, pourtant, il était travailliste, il était de gauche, contrairement à elle. Pour ça, ensuite, regardez Gérard Schröder. Toujours entre deux vins, comme ça. C'est à peine s'il marchait droit. Il adorait champagne, vin blanc. Et puis, bon, et puis, un peu vieux beau. Enfin, vous voyez très bien, sa vie personnelle, etc. Bon, on ne peut pas y croire. Bah, il a fait avec son agenda 2004, il a réformé l'Allemagne, et Angela Merkel, qui n'a pas foutu grand-chose, elle a vécu dessus. Elle a juste arrêté le nucléaire, ce qui était vraiment bien con pour devenir complètement otage du gaz russe. Mais bon, ça veut dire, quand vous voyez ces figures-là, ce sont 2 figures qui ont sauvé leur propre pays. Donc, tout le monde peut le faire. Il faut juste de la volonté politique. Il faut juste prendre quelqu'un, pas forcément... On ne le juge pas sur l'intelligence, on le juge sur sa volonté. Vous voyez, le petit jeune fringant intelligent, c'est pas forcément ça la solution. La solution, c'est celui qui veut. Comme disait De Gaulle, quand on veut, on peut. Oui, mais vous dites aussi, François-Olivier Gisbert, on est tombé très bas, on ne peut que remonter. Alors ça, c'est une manière de voir les choses, de dire vraiment très optimiste, mais... C'est l'approche de l'histoire. 1958, la France était complètement par terre, 15% d'inflation, l'économie des déficits partout, c'était l'horreur. Au bord de la guerre civile, excusez-moi, parce qu'avec l'Algérie, les paras qui menaçaient d'atterrir sur Paris, enfin, il y avait quand même un climat épouvantable. Bon, eh ben, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Puis ils ont laissé faire De Gaulle, qui était un peu rusé, qui disait pas toujours ce qu'il allait faire, comment il allait faire, tout ça. Évidemment, son plan de rigueur, il l'a annoncé après des législatives largement gagnées. Bon, c'est sûr, il était malin, mais c'est reparti. Donc, si vous voulez, c'est l'idée que la France est finie, non. Il faudra encore qu'elle existe, la France. Mais non, mais il faut la faire revivre. France, il faut l'aimer. Oui. Justement, un livre, ça sert à ça aussi. Comme ça, moi, j'ai écrit ça. J'aime la France, moi. Je suis fou de la France. C'est un pays magnifique, je dis. Elle est belle et la beauté ne meurt pas. Donc, regardez les paysages, retournez-vous partout, c'est merveilleux. Regardez son histoire, regardez ses écrivains, regardez ses arts. Non, mais attendez. Oui, mais les Français ne s'aiment plus. Mais non, mais on doit. Mais attendez, c'est facile si on arrête, si on ferme le robinet à conneries de tous ces, de tous ces gens qui vous expliquent, ceux qui déconstruisent, disons. Et ce pays, d'ailleurs, ça commence à l'école, où on a l'impression que la France n'a fait que l'esclavagisme et puis de la colonisation. Je ne défends pas ça, bien sûr. Mais elle n'a pas fait que ça, la France. Hein, elle a dit des choses au monde, elle a produit des idées extraordinaires, parce qu'on avance toujours, on apprend ça à l'école encore. Peut-être de moins en moins, mais le siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, mais c'était formidable. Ils ont inventé quelque chose. Je peux en parler pendant des heures. Elle est belle, la France. Merci. François-Olivier Gisbert, et pourtant votre livre s'appelle Tragédie française. Mais c'est formidable. C'est formidable. Après, ça ira mieux. Oui, non, mais c'est drôle aussi. Là, on morfle. Oui, c'est drôle. Bah, oui. Ah oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations, beaucoup de dialogues. Les fins de toboggan sont parfois un peu drôles. Ça se lit comme un roman. Ça, c'est clair, vraiment, cette histoire intime de la Ve République chez Gallimard. Voilà, lisez-le. François-Olivier Gisbert, c'est incroyable. Merci, Franz. Merci.